de l'Égypte, nous passons à la Mésopotamie. Nous retrouvons les mêmes structures générales mais affectées d'un indice particulier. D'une part, le syncrétisme religieux sanctionne ici comme là-bas l'unification politique réalisée par la monarchie absolue. D'autre part, le culte du Dieu qui meurt et renaît et de la déesse, son épouse ou son amante confirme la conscience de soi dans son nouveau mode d'appropriation par le rappel symbolique de l'alliance entre la bourgeoisie et une fraction de la propriété foncière qui permit la victoire sur l'ancien régime seigneurial. Cependant, l'ensemble des croyances est d'une grossièreté qui contraste violemment avec le moralisme égyptien. La civilisation suméro-babylonienne vise ouvertement à la jouissance des biens immédiats et ses dieux montrent une nature assez bassement humaine, voire même animale. Ainsi, le récit du déluge rapporte non sans désinvolture la panique qui saisit les dieux devant le tonnerre et les éclairs. Les dieux eurent peur du déluge. Ils s'enfuirent et montèrent aux cieux d'Anoum. Les dieux, comme des chiens, s'accouprissent, ils couchent au dehors, et quand tout se fut calmé et que le héros échappé au désastre offrit un sacrifice, les dieux flairèrent l'odeur. Les dieux flairèrent la bonne odeur. Les dieux, comme des mouches au-dessus du sacrificateur, se rassemblèrent. Le spiritualisme égyptien reflétait l'absorption des structures bourgeoises dans le dirigisme économique de la monarchie absolue, l'universalisme réel des relations marchandes s'intériorisant par la médiation divine dans la pure forme de la moralité. Un tel équilibre n'a évidemment pu se réaliser que grâce aux protections naturelles qui assurèrent à la vallée du Nil un isolement relatif. Or, la Mésopotamie s'ouvrait sur une multitude de voies d'accès qui favorisaient aussi bien l'invasion étrangère que le trafic commercial, poussant ainsi les oppositions de classe à leur forme extrême. D'une part, en effet, l'intensité des échanges y avait déjà déterminé le développement des activités bancaires, alors que l'Égypte dépassait à peine le stade du commerce des marchandises. D'autre part, la barbarie féodale y reparaissait constamment avec sa violence originelle sous la forme de l'invasion et empêchait la bourgeoisie de se constituer une conception générale du monde correspondant au niveau de son développement réel. En effet, alors que l'échange des marchandises implique la présence encore actuelle des déterminations naturelles sous les structures d'universalité qui se constituent sur elles par la pratique du commerce, le mouvement du crédit pose l'universel dans la pure abstraction de son être intelligible comme un en soi immédiatement disponible dans les rapports financiers. Un en soi. Aussi, tandis que la simple propriété de la marchandise trouvait sa confirmation exaltée sur le plan d'une intériorité morale, où la forme rationnelle des échanges commerciaux reste enveloppée dans le mysticisme des significations féodales, caractéristiques de l'appropriation, de la richesse, la constitution de la monnaie fiduciaire se traduit par un système positif de détermination purement juridique, où la rationalité des rapports réels s'explicite en des concepts même rationnels. Le libéralisme économique et le développement du droit dans l'ancienne Mésopotamie témoignent de l'autonomie déjà acquise par la bourgeoisie suméro-babylonienne qui, grâce au progrès de l'organisation bancaire, résolvait dans sa pratique réelle les problèmes que la bourgeoisie égyptienne posait sur le plan mystique d'une justice purement morale. Cependant, l'ensemble des rapports de force ne lui permettait pas d'assumer des responsabilités proprement politiques et s'élevait à un rationalisme philosophique qui aurait donné sa plénitude à l'appropriation des valeurs conceptuelles élaborées dans les rapports nouveaux. Le développement de la vie économique débordait le cadre de la monarchie absolue, alors que celle-ci continuait à s'imposer en raison de l'importance de la propriété terrienne et de l'environnement barbare. Les structures nouvelles s'affirmaient ainsi dans toute la brutalité de leur contenu effectif, comme structure pratique de l'activité réelle, tandis que les dieux gardaient de leur côté leur grossièreté primitive. Déjà cependant s'esquisse un symbolisme nouveau, où l'appropriation des formes de rationalité dépasse leur contenu juridico-économique. Le destin est le concept de l'universel s'imposant comme pure nécessité externe, et le développement de la divination exprime le désir de s'approprier cette nécessité dans la forme même de son extériorité. Mais l'appropriation effective suppose une intériorisation où le concept s'affirme comme concept. En s'emparant du pouvoir dans la cité, la bourgeoisie hellénique s'élèvera à l'universel, en et pour soi, absorbant la figure sensible de la divinité dans sa notion intelligible comme rationalité du logos. Paragraphe 9.
l'économie monétaire, la transcendance de l'idée et le concept du salut. Si la monnaie, en son sens le plus large, comme marchandise privilégiée servant d'intermédiaire, apparaît dès le stade de la barbarie, sa forme caractéristique comme monnaie frappée ne se répand qu'au premier millénaire, quand le commerce se développa sur le plan d'une économie universelle. Dans l'Ancien Orient, les paiements se faisaient par des céréales ou des métaux qu'il fallait à chaque fois mesurer ou peser, et si la Mésopotamie connaissait déjà la monnaie fiduciaire sous la forme du billet à ordre, l'usage en restait relativement limité. Avec l'expansion de la civilisation, qui suivit les grands mouvements de la population du deuxième millénaire, l'intensité des échanges détermina l'État à battre monnaie pour épargner aux particuliers les pesées continuelles. Le progrès eut son plein développement dans les cités helléniques, où il marquait la prédominance décisive que prenait la vie urbaine sur l'activité agricole. Par là s'esquissait un horizon nouveau, où les structures d'universalité se posaient enfin dans la spécificité de leur sens. Telle est la raison profonde du miracle grec. Les Grecs, arrivés tard à la civilisation, profitèrent de tout l'acquis du développement antérieur, et le passage de l'économie marchande à l'économie monétaire se fit chez eux avec une rapidité exceptionnelle qui permit à la bourgeoisie de libérer les formes rationnelles caractéristiques de son mode de production, de l'ancien horizon magico-religieux. L'argent est le mouvement des échanges réfléchis sur soi-même en un objet disponible, la médiation qui élève l'universalité encore sensible et immédiate de la marchandise à l'autonomie de la conscience de soi comme concept dans la figure du concept. Dès les débuts du développement urbain en Grèce, la lutte des classes se présente sous un aspect radicalement nouveau, alors qu'en Orient, la bourgeoisie a dû renforcer le pouvoir monarchique pour assurer contre la noblesse seigneuriale la sécurité des échanges. En Grèce, ce fut la noblesse elle-même qui aida au mouvement commercial et à la faveur du surcroît de puissance que lui assurait le cumul de la richesse mobilière avec la propriété foncière, renversa la royauté au profit d'un régime aristocratique. En d'autres termes, profitant de l'expansion générale des échanges internationaux favorisés au surplus par la disposition des voies maritimes, le commerce grec était d'un rapport suffisant pour attirer la noblesse terrienne, l'amenant par là même à sacrifier ses intérêts spécifiquement féodaux. En effet, le pouvoir aristocratique revenait dans ces conditions à une plutocratie à laquelle participaient nécessairement des éléments de la bourgeoisie, ne fût-ce que par le jeu des relations matrimoniales. L'homme bien né se plaint. Théonis ne refuse pas de prendre pour femme la fille d'un vilain si elle lui apporte beaucoup de bien. Point de femme non plus qui ne se consente à devenir l'épouse d'un vilain pourvu qu'il soit riche. L'argent, voilà ce qu'on apprécie, l'argent confond les races. Ainsi, en raison de sa position historique, la féodalité hellénique avait favorisé le mouvement urbain et ouvert la voie à la révolution bourgeoise. Le stade de la monarchie absolue était évité et les progrès rapides de l'économie monétaire firent pencher le rapport des forces du côté de la bourgeoisie qui entreprit à partir du VIe siècle la conquête du pouvoir politique. L'exiguïté des surfaces cultivées dans les territoires helléniques donnait aux structures urbaines une importance qu'elles ne pouvaient acquérir dans les grands empires continentaux et la forme idéologique de l'appropriation se libéra de l'horizon mythique caractéristique des structures féodales et qui se perpétuait en Orient sous le couvert du pouvoir monarchique. L'être divin prend la forme de l'être intelligible, la substance éternelle dont s'engendrent les existants particuliers et où s'exalte la propriété de l'argent comme médiateur universel dans l'effectivité même de sa puissance médiatrice. On remarquera que la dialectique que nous venons de décrire ne vaut qu'en raison d'un certain rythme déterminé par l'ensemble des conditions objectives. Chez les Phéniciens, où l'économie marchande assurait depuis longtemps à la vie urbaine un haut niveau de développement, l'aristocratie avait eu le temps d'absorber les forces productives nouvelles. La révolution bourgeoise n'avait plus de raison d'être et les coutumes primitives, telles les sacrifices humains, se maintinrent jusqu'à l'époque romaine. En Ionie, le mouvement se présente dans son authenticité originelle. Contre la résistance d'une noblesse traditionnelle encore puissante, la bourgeoisie révolutionnaire de Milet opposa l'efficacité pratique de son mode de production sous la forme d'un monisme matérialiste, la diversité des êtres sensibles se résolvant dans le devenir de la matière primordiale, comme la diversité des richesses concrètes se résout dans le devenir de l'argent. La conscience d'un pouvoir universel directement disponible dans la possession de l'argent réalisait le divin en une forme positive.
la substance immortelle est toujours florissante. Athanatos kai agetos, l'eau selon Thalès ou l'infini selon Anaximandre, à savoir la matière indéterminée qu'Anaximène précise comme étant l'air qui engendre toute chose par condensation et raréfaction. Ainsi, la pensée bourgeoise exprimait sa prétention à absorber le particularisme de la propriété foncière dans l'universalisme de l'économie monétaire. Sous la domination perse, le mouvement se renversa, le commerce apparaissant à la noblesse elle-même comme la seule force qui put permettre à la cité hellénique de résister efficacement à l'oppression barbare. L'unité de l'argent n'avait donc plus à s'imposer à la pluralité des richesses par la théorie d'une substance primordiale, puisque l'accord se réalisait de manière plus subtile par le mouvement de la pluralité elle-même. Héraclite d'Éphèse, l'aristocrate résistant, rêve d'une union sacrée où bourgeois et féodaux respecteraient mutuellement leurs intérêts spécifiques pour faire front à l'envahisseur. Les couples sont des choses entières et des choses non entières, ce qui est réuni et ce qui est désuni, l'harmonieux et le discordant. L'un est composé de toutes choses et toutes choses sortent de l'un. Ainsi, le mobilisme universel n'avait pas pour objet de dissoudre le réel dans la diversité des apparences subjectives, mais bien plutôt de retrouver la réalité véritable dans le mouvement même des oppositions et contradictions, à savoir l'intérêt commun à toutes les classes de la cité opprimée, tel qu'il s'impose obscurément à travers leurs conflits particuliers. Plus précisément, il s'agissait, en exaltant la diversité comme génératrice de l'unité, de sauver ce qui restait encore des particularismes féodaux au nom des exigences de la lutte commune. Les hommes ne savent pas comme ce qui varie est d'accord avec soi. Il y a une harmonie de tensions opposées comme celle de l'arc et de la lyre. C'est l'opposé qui est bon pour nous. L'harmonie cachée vaut mieux que l'harmonie ouverte. Pas plus que le matérialisme milésien, l'héraclitéisme ne quitte le plan du réel, les structures nouvelles gardant sous l'oppression leur sens révolutionnaire comme une universalité qui s'impose par la matérialité même de la vie pratique. À l'autre extrémité du monde grec, dans les cités nouvelles de la côte italienne, la menace barbare était peu sensible. D'autre part, la population étant faite d'émigrés, le pouvoir féodal n'avait pas pu affermir ses traditions, et ce fut la bourgeoisie qui, s'imposant à la noblesse, lui apporta son idéologie pour une appropriation commune. Dès lors, l'unité universelle de l'économie monétaire que la pensée révolutionnaire de Lioni posée dans l'horizon du réel comme substance primordiale ou unité immanente au flot même du devenir insaisissable, ne se présente plus que sous sa forme accaparée comme une sanction symbolique du pouvoir de l'aristocratie bourgeoise, la réalité effective de l'universel se niant et s'absorbant dans une transcendance mystique, le Dieu de pure raison libéré de toute attache sensible en lequel s'exalte l'exclusivisme de l'acte d'appropriation, s'accomplissant dans l'universalisme même des rapports d'argent. Un Dieu unique, dit Xénophane, qui n'est pareil aux hommes, ni par la forme, ni par la pensée. Il voit tout entier, pense tout entier entend. Sans peine, il gouverne toute chose par la force de son esprit. La conjonction du rationalisme et du mysticisme chez les penseurs de la Grande Grèce marquait l'accès de la bourgeoisie à la position de la classe dominante sous la forme d'une alliance avec la noblesse. Les structures d'intelligibilité constituées dans le nouveau mode de production se détachent de leur origine authentique pour s'idéaliser en de pures formes de justification. Les propriétés surnaturelles des nombres chez les pythagoriciens, où l'un immuable des Éléates, où renaissent de manière inattendue les significations magico-religieuses caractéristiques de l'appropriation féodale. Ainsi, la libération de la pensée rationnelle acquise avec le positivisme ionien revenait chez Parménide à un spiritualisme d'un nouveau genre qui absorbe le mouvement réel de l'intelligibilité, à savoir le mouvement unifiant comme homogène, à la multiplicité qui l'unifie. Dans la transcendance d'un absolu ontologique, il ne fut point jadis, il sera point puisqu'il est maintenant tout entier à la fois. 1. Continue. Quelle naissance en effet lui chercherais-tu? Par où, de quelle source pourrait-il avoir tiré sa croissance? Certes pas de ce qui n'est pas, je ne te laisserai ni le dire ni le penser, car on ne peut ni dire ni penser qu'il n'est pas. Quelle nécessité d'ailleurs lui fait surgir, plus tard de préférence à plus tôt, prendre son essor de rien et pousser? Ainsi ne peut-il qu'être absolument ou pas du tout.
Dans un tel retour au mysticisme, le mouvement révolutionnaire se réduit à une simple lutte de tendance à l'intérieur de la coalition des classes dirigeantes, la bourgeoisie imposant à la noblesse la forme d'unité caractéristique du processus de l'argent, mais sur un plan surnaturel, où la négation du devenir sensible élimine à l'avance les couches nouvelles qui surgissent dans le travail de la production. Cependant, au Ve siècle, l'économie monétaire prenant son plein développement, ouvrit les perspectives d'une rationalité totale et la révolution démocratique s'exprima dans les doctrines de la pure immanence. L'atomisme de Leucippe et Démocrite et l'humanisme des sophistes. Il s'agissait pour la bourgeoisie non plus de partager le pouvoir avec la noblesse, mais bien de l'éliminer avec la pluie du petit peuple au profit des intérêts purement urbains, et la forme de la transcendance héritée de l'époque féodale s'anéantissait devant les valeurs proprement humaines créées par la civilisation. L'homme, dit Protagoras, est la mesure de toutes choses, de ce qu'elles sont pour celles qui sont, de ce qu'elles ne sont pas pour celles qui ne sont pas. En effet, le pouvoir de l'argent ne consiste plus simplement à absorber les richesses dans le mouvement du commerce. Il dessine le cadre d'un nouveau mode de l'existence fondé sur la technique, telle qu'elle se développe dans l'horizon d'une expérience purement humaine. Il y a parmi les hommes, dit Paulos, une foule d'arts tirés de l'expérience par la voie expérimentale, car l'expérience dirige la vie suivant l'art, l'inexpérience suivant le hasard. Dès lors, la pensée révolutionnaire passait des spéculations sur la substance à une théorie concrète de la connaissance et de l'action, car le problème qui se posait dans le réel n'était plus d'intégrer le pluralisme de la propriété foncière dans l'unité des rapports monétaires, ce à quoi suffisait l'alliance de la bourgeoisie avec la noblesse, mais bien d'assurer la primauté totale des formes civilisées, la loi sociale apparaissant comme cela seul qui distingue l'homme de l'animal. Songe qu'aujourd'hui, dit Protagoras à Socrate dans le discours que lui prête Platon, l'homme qui te paraît le plus injuste dans une société soumise à des lois serait encore injuste et un modèle en cette matière si l'on avait à le comparer avec des gens qui n'eussent ni éducation, ni tribunaux, ni lois, ni contraintes d'aucune sorte pour les forcer à jamais à se soucier de la vertu des hommes qui fussent de vrais sauvages. Si tu tombais au milieu de gens de cette sorte, tu regretterais la méchanceté des hommes d'ici. Ainsi, dans le mouvement de l'économie monétaire s'engendre un nouveau monde où l'humanité s'élève à l'autonomie d'une forme universelle. Au stade originaire de l'économie marchande, la forme de la marchandise ne faisait encore que se dégager du concret de la richesse, et la justice comme loi des échanges apparaissait comme un rapport extrinsèque qui ne pouvait se garantir et s'intérioriser que par la médiation transcendante de la divinité. Avec l'usage de la monnaie, tout objet se présente d'ores et déjà comme marchandise, l'universalité des échanges possibles le posant immédiatement dans la rationalité de son concept. Dès lors, la justice ne s'impose plus comme un ordre divin, mais bien comme une vérité purement humaine qui se constitue dans l'immanence des rapports humains. Quant aux dieux, conclut Protagoras, je ne puis savoir ni qu'ils sont ni qu'ils ne sont pas. Trop d'obstacles s'y opposent, obscurité du sujet et brièveté de la vie. Cependant, une telle vérité se renverse immédiatement en son contraire et la critique des valeurs traditionnelles aboutit en fait à un relativisme inconsistant, les maîtres nouveaux prétendant faire triompher n'importe quelle thèse au gré de leurs caprices. En effet, l'humanisme qui naissait dans les démocraties du Ve siècle impliquait une contradiction profonde dans son contenu effectivement réel. D'une part, ces visées universalistes impliquaient dans l'épanouissement de la vie civilisée la suppression des oppositions sociales ou nationales. Par nature, dit Antiphone, nous sommes tous et en toute naissance identiques. Tous nous respirons l'air par la bouche et les narines. Il n'y a donc aucune raison pour respecter et honorer les gens qu'on dit de bonne famille et mépriser les hommes de petite condition. De même, aucun de nous n'a été distingué à l'origine comme barbare ou comme grec. Mais d'un autre côté, le développement de l'économie monétaire qui inspirait cet universalisme reposait en fait sur l'emploi industriel des esclaves. Or, l'esclavage trouvait sa source principale dans la piraterie et la guerre. L'esclave et le barbare, de manière plus générale, l'étranger en son sens originel, à savoir l'ennemi, et son exploitation entraînait le maintien des particularismes locaux et nationaux avec les traditions hiérarchiques qui les soutiennent.
Ainsi, les conditions effectives de la production antique ne permettaient pas à la bourgeoisie de réaliser dans le cadre de la démocratie cet ordre universel auquel elle aspirait en raison de la structure nouvelle des rapports humains qui engendrait dans le progrès des forces productives. Le dur travail de l'esclave était le moteur secret qui poussait irrésistiblement la cité hors de ses limites historiques, pendant que le citoyen s'accrochait à l'horizon particulariste de son mode d'exploitation. La tragédie présentait à la conscience le drame qu'il a déchiré dans sa vie effectivement réelle, l'anéantissement des valeurs traditionnelles, symbolisé par les malheurs du héros et l'intériorisé en une pure jouissance du soi dans la terreur et la pitié. Ainsi, le cosmopolitisme des sophistes correspondait bien à des exigences authentiques, mais non encore à une forme effective de réalisation. Aussi s'empressaient-ils dans leur pratique de supprimer le sens de vérité revendiqué dans leur théorie, et l'homme, comme mesure de toute chose, n'est plus l'homme devenu universel par le travail de la civilisation, mais simplement l'ambitieux qui prétend par la subtilité de ses arguments rendre plus forte la thèse la plus faible.